Ok, donc on passe à la deuxième session. C'est une session qui va vous parler du cloud en 2019. Le cloud en 2019, il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent chaque année, et forcément en 2019, il y a son lot de changements qui arrivent, et je vais me focaliser spécialement sur les changements qui arrivent par Amazon. Donc ça tombe bien, on en parlait juste avant. Et il y a des choses qui peuvent changer, on va dire, les règles du jeu. Et qui sont en général annoncés au reInvent. Donc, je vais rembobiner un petit peu, je vais me présenter avant, c'est une bonne chose. Donc, je suis Alexis Kinsella, je m'intéresse tout particulièrement au cloud et à la data, donc c'est pour ça que ce soir, je suis là pour vous parler du cloud. Et je travaille chez Xebia depuis 8 ans. Voilà, donc on en revient à nos moutons. Chaque année a lieu le reInvent et c'est lors de cette grande messe d'Amazon, d'AWS, que les annonces sont faites. Donc à chaque fois il y a une flopée de nouveautés. Je vais faire un petit sondage dans la salle. Qui est-ce qui a suivi les annonces du reInvent? Ok, donc il y en a quelques-uns. Donc vous pouvez ne pas écouter le slot éventuellement. Il y a 3 keynotes. Il y a 3 keynotes qui durent l'équivalent de 5 ou 7 heures au total, donc ça fait beaucoup de nouveautés, il rentre dans beaucoup de détails, et je vais vous tenter de vous faire une synthèse en 25 minutes. Donc ça va être très speed, ça va vous permettre de voir beaucoup de choses. Je ne pourrai pas donner du détail sur tout, mais au moins ça va vous donner une vue d'ensemble, et comment est-ce que ça peut impacter votre approche du cloud, ce que vous allez utiliser dans le cloud au quotidien. Voilà. Donc, première chose, premier changement, moi ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des services Amazon aujourd'hui ne sont plus uniques. Pour un sujet, il peut y avoir plusieurs services. Et donc, ils vont avoir tendance à les regrouper en hubs. Donc, parmi les services d'Amazon, on va trouver un certain nombre de services qui s'apparentent à des hubs, et ce sont des hubs de regroupement dans lesquels on va retrouver des fonctionnalités. Typiquement, si on parle du hub CodeStar, on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités qui servent au développement. Donc ces hubs, c'est pas juste un regroupement de services. En général, ça peut apporter des nouveautés complémentaires qui viennent vous faciliter tout le workflow de mise en place d'utilisation de ces services, que ce soit le Mobile Hub, que ce soit CodeStar ou que ce soit typiquement le Security Hub qui vont venir faire l'agrégation de différents services. Aujourd'hui, c'est un avantage d'en tirer parti, et donc c'est intéressant d'aller creuser ces services pour comprendre ce qu'ils apportent. Au-delà de ces services, de ces nouveautés, de ces concentrateurs, il y a des services pour lesquels Amazon a mis un gros focus pour les améliorer. Alors pourquoi est-ce qu'ils les améliorent? C'est tout simplement parce qu'en fait ce sont des services qui sont d'une part très prometteurs et d'autre part qui sont, j'ai envie de dire, porteurs pour eux. Et donc, moi, il y en a 2 qui m'ont marqué particulièrement cette année. Forcément SageMaker, tout le monde en parle. SageMaker, ils ont annoncé 3 nouveautés au-delà du service initial. Donc SageMaker Neo, qui est un compilateur, plutôt un optimiseur, qui va permettre de faire passer vos modèles à travers ce compilateur, cet optimiseur, et qui va vous permettre de produire des modèles optimisés pour vos différentes plateformes. En admettant que vos modèles, que vous les mettiez en production sur des plateformes de type EC2 ou sur des endpoints SageMaker ou sur des endpoints Greengrass, vous allez avoir un optimiseur qui va vous optimiser vos modèles. Ensuite, il y a GrandTrust. En fait, ça, c'est un service qui est extrêmement important. C'est que dans la data science, il faut pouvoir labelliser vos données. C'est un travail qui peut être très fastidieux. Et quand vous avez des datasets qui sont spécialisés pour vos besoins métiers, souvent, vous ne les avez pas. Ça demande beaucoup de temps à mettre au point. Et donc, ils ont mis en place un service qui va vous permettre de tirer parti finalement de tierces parties qui sont spécialisées dans le domaine. Et Amazon va leur fournir les outils et va vous permettre de vous mettre en relation avec ces forces de travail pour vous faciliter les choses et vous permettre de labelliser en grande quantité des données, et ce de façon qualitative. Et donc pour ça, il y a un certain nombre de mécaniques qui sont présentes dans l'outil GrandTrust pour vous permettre d'assurer une labellisation de qualité. Donc typiquement, vous allez pouvoir tirer parti de force de travail à travers Mechanical Turk. Donc c'est un service qui fait travailler, qui fait une sorte
je ne sais pas s'il faut dire de crowdsourcing, mais en tout cas c'est du travail à la micro-tâche et qui permet à des gens de venir participer à ce travail de labellisation. Néanmoins, parfois c'est pas suffisant et il va falloir se pencher sur des profils plus spécialisés. Et donc là, Amazon est capable de vous mettre à travers le service en relation avec des sociétés spécialisées ou bien d'organiser finalement au sein de votre entreprise l'effort de travail qui vont vous permettre de travailler à cette labellisation. Enfin, il y a SageMaker RL, donc Reinforcement Learning, qui est une nouvelle composante de SageMaker qui va permettre très rapidement, quand ce sera mis à disposition, de travailler sur tous les algos, avec tous les algos de Reinforcement Learning. Alors, j'ai pas été voir si c'était déjà disponible ou pas. Il y a beaucoup de services pour lesquels ils ont fait les annonces, c'est pas encore disponible, des fois très en amont, et donc ça arrive tout au long de l'année 2019. Enfin, la deuxième famille de services, c'est tout ce qui touche à AWS IoT. Et en l'occurrence, là, il y a vraiment toute une constellation de services autour de l'IoT qui rend finalement le service aujourd'hui extrêmement complet. Et donc ça, pour moi, c'est le gros focus sur les services qu'ils ont fait cette année et sur lesquels ils ont fait énormément de développement. Donc les personnes, les entreprises qui veulent tirer parti aussi bien du machine learning que de l'IoT aujourd'hui ont énormément de possibilités à disposition et peuvent vraiment s'appuyer dessus pour délivrer leur projet. Alors, chez AWS, depuis longtemps, il y a les plateformes Big Data à travers EMR. Et le Big Data, c'est Hadoop. Ce sont des plateformes, des clusters à maintenir. Désolé, j'ai été un peu trop vite. Une des keynotes présentée par Werner Vogel et l'autre par Andy Jassy mettait l'accent sur mettez le focus sur les bases, sur un point très particulier, c'est que Amazon considère qu'il y a finalement une base nécessaire par besoin. Et donc le point sur lequel je voulais revenir sur ce slide, c'était le fait qu'aujourd'hui chez Amazon, il y a une base de données qu'on peut mettre en face de chaque besoin. Il n'y a pas besoin de détourner l'usage de certaines bases pour aller implémenter typiquement des systèmes de cache ou de la recherche, etc. Vous allez avoir des bases qui correspondent à chaque besoin. Donc les plus communes, on va tomber sur du Redis pour tout ce qui est le cache, donc Redis qui est nommé Elastic Cache chez Amazon, mais également de l'Aurora RDS pour tout ce qui est base de données relationnelle, de l'Elasticsearch pour tout ce qui est moteur de recherche, et des services un petit peu plus exotiques pour répondre à d'autres besoins. Et donc parmi les nouveautés, il y a DocumentDB, qui est finalement une implémentation de MongoDB sur le cloud, en mode managé. Et donc ça, c'était une attente très forte des clients, et c'est compatible jusqu'à des versions très récentes de MongoDB. Et donc, j'allais dire que ça couvre un besoin très commun qui était manquant depuis assez longtemps chez Amazon. Ensuite, on va retrouver TimeStream, qui est une base de données time series, chose là aussi qui était manquante jusqu'à cette année. L'année dernière, Neptune est arrivé, qui est une base graph et multi-usage, on va dire. Il y a du Kafka managé qui a été annoncé et qui est maintenant disponible. Et on va retrouver des bases plus orientées blockchain ou Ledger, qui vont permettre, soit de façon centralisée, d'aller enregistrer des informations qui sont vérifiées de façon cryptographique. Enfin, il y a une nouveauté qui est extrêmement importante, c'est DynamoDB. Alors DynamoDB, on sait que c'est présent depuis longtemps, néanmoins, depuis cette année, ils ont annoncé qu'il y a une capacité à scaler à la demande. Donc ça, c'est extrêmement important. Pendant longtemps, il a fallu adapter les capacités de read, de write. Ensuite, il y a une sorte d'auto-scaling, mais qui était, j'allais dire, limité, parce qu'on pouvait scaler en augmentant autant qu'on voulait, mais il y avait des restrictions sur le scale down. Donc c'était un petit peu embêtant, quand dans la journée on avait scalé plusieurs fois, qu'on a fait plusieurs scale down, on pouvait se retrouver bloqué. Donc là, en fait, maintenant, il y a un vrai scaling à la demande et qui s'adapte parfaitement. La tête dans les nuages, c'est pour revenir sur un point qui est assez important. Je pense qu'Amazon n'a jamais été très fan de Kubernetes, peut-être parce que c'est Google qui poussait ça, et pendant longtemps, il n'y a pas eu le service Kubernetes supporté sur le cloud d'AWS. Et ils se sont mis à le supporter, je crois que c'était l'année dernière, ça a été mis en GA, et c'était une première brique. Aujourd'hui, cette année, ont été annoncées deux nouvelles briques qui sont quand même des composantes assez fortes de développement cloud native sur AWS. En l'occurrence, c'est Kafka en mode manager, qui vient compléter un petit peu le tableau des plateformes cloud native habituelles, et AppMesh.
AppMesh, c'est un service mesh qui finalement est une réutilisation d'un outil open source, je n'ai plus le nom en tête, mais qui va venir apporter toutes les fonctionnalités de sidecar habituelles des services mesh. Voilà, donc ça c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui de développer et de déployer des applications qui sont peut-être pas vendor lockées sur certains services un petit peu plus fermés, je dirais, d'AWS, et qui va vous permettre d'être un petit peu plus neutre par rapport au développement et au déploiement d'applications sur le cloud. Alors le big data, j'en parlais un petit peu trop vite tout à l'heure. Avec les plateformes EMR, on a eu l'habitude de faire du big data avec les plateformes Hadoop, et puis est venu s'ajouter des solutions plus serverless. Donc on a eu le droit, bien entendu pour la partie stockage et depuis très longtemps à du S3, puis on a eu le droit à des services managés comme Glue qui permet de faire du Spark managé et qui permet d'avoir un data catalogue. C'est couplé à ça le service Athena. Le service Athena, en fait, c'est un Presto managé. Donc ça va être un moyen d'interroger vos données que vous stockez sur votre Object Store, et ce de façon très efficace avec du SQL. Néanmoins, ça ne permet pas de construire un lake complet. Il reste d'autres besoins, comme par exemple l'alimentation de votre lake avec des systèmes d'ingestion. Et là vient s'ajouter un système géré de transfert de données. Souvent dans les entreprises, on n'a pas d'outils qui sont directement intégrés avec S3. Et il va falloir créer des ponts d'ingestion, des bridges. En l'occurrence, assez souvent, les entreprises disposent d'outils qui savent envoyer de la donnée à travers, par exemple, des protocoles SFTP, avec des outils de transfert. Et sur le cloud, on se retrouvait le nez dans l'eau parce qu'il fallait monter une solution. Alors des fois, on pouvait trouver des outils sur les marketplaces, des fois, il fallait construire soi-même son outil de synchronisation, d'envoi de fichiers et de mise à disposition sur S3 pour être ensuite traité sur les data lakes. Amazon, AWS, a présenté le service SFTP Transfer qui permet de gérer ça pour vous. Donc vous le déployez, c'est managé, enfin vous le déployez pas, c'est managé, c'est géré, donc du coup vous avez juste à l'utiliser et vous avez un service d'ingestion à disposition. Ensuite il y a le service Lake Formation. Le service Lake Formation il n'est pas encore disponible en GA. Pour l'instant on peut que s'inscrire à la preview. Néanmoins le service Lake Formation c'est un service qui vient compléter cet ensemble de services autour des notions de data lake et qui va vous permettre d'apporter plus de fonctionnalités autour du data management d'une part, mais également autour des services d'ingestion. Donc pour l'instant il faut attendre la mise à disposition du service et on ne peut pas l'utiliser, ça fait partie des services qui arriveront en 2019, mais c'est très prometteur pour venir compléter le tableau. Donc ça va vous permettre, si vous voulez construire des data lakes et des traitements dès à présent dans l'entreprise, de pouvoir vous passer de plateformes big data qu'il faut gérer en continu avec des clusters en continu. Vous pouvez vraiment construire du serverless autour des plateformes, autour des data lakes. Ensuite, quelque chose qui était vraiment problématique, quand on parle de compliance, de conformité, pour continuer un petit peu dans ce que disait Jérémy, il y a une partie en général qui est obligatoire, qui est le backup des données. Et je me souviens d'un client pour lequel on avait monté une solution sur DynamoDB, donc c'était bien gentil, mais le problème c'est qu'il fallait backuper tout ça. Parce qu'on ne peut pas dire au client, votre truc, il y a des millions d'enregistrements, mais on n'arrive pas à les backuper. Donc pour ça, il y avait les Dynamo Stream, il fallait les consommer. Lorsque la stream elle était coupée, ça tenait que 24 heures. C'est un petit peu comme les topics Kinesis, mais les topics Kinesis ça tient 14 jours, si je dis pas de bêtises. Au bout de 24 heures, si on avait perdu le flux, c'était tant pis pour nous. Et si quelqu'un faisait une bêtise en coupant le flux de la stream parce qu'il le désactivait, toutes les données qui étaient passées, on n'avait plus les événements. Donc un petit peu comme le change data capture, si on a loupé des événements et qu'on ne peut pas les rattraper, il nous manque une partie des données. Qui plus est, si on ne s'appuyait pas là-dessus et qu'on faisait des reads en mode scan, sur DynamoDB, il fallait avoir les capacités qui conviennent pour à la fois supporter la prod et à la fois supporter les backups. Et donc de ce point de vue-là, c'était pas tenable parce qu'il fallait faire de l'équilibrisme et les solutions de backup n'étaient pas bonnes. Donc Amazon a mis en place cette année le principe de backup on demand. Donc on peut faire des snapshots. A priori, ça ne consomme pas de capacité sur DynamoDB, donc c'est extrêmement important. D'autre part, il y a du vrai point-in-time recovery, et là, en fait, c'est de la sauvegarde en continu. Et donc, on peut restaurer au point dans le temps qui nous intéresse. Ensuite, parmi les hubs que je vous ai présentés au préalable, il y a un nouveau hub qui s'appelle AWS Backup, et qui regroupe un ensemble de services de backup
un ensemble de fonctionnalités de backup autour de services disponibles sur AWS. Donc vous allez avoir un vrai hub dans lequel vous allez pouvoir retrouver toutes vos fonctionnalités de backup et qui va vous permettre d'y voir clair sur ce qui est backupé et ce qui ne l'est pas éventuellement. Ensuite, il y a une nouveauté sur S3 qui est extrêmement intéressante qui s'appelle Deep Archive. Donc c'est S3 Glacier Deep Archive. C'est encore un mode pour de l'archivage plus long terme que Glacier. Et l'avantage, c'est que ça coûte moins cher. Donc ça coûte $1 par terabyte par mois. Donc je pense que même si vous voulez, en cas d'incendie, sauvegarder toutes vos photos, qui font plusieurs terabytes, vous pouvez, ça vous coûtera pas grand-chose. Il y a une contrainte, c'est 12 heures de recovery. Donc il ne faut pas être pressé. Pour un certain nombre d'usages, typiquement les usages réglementaires, c'est très bien, parce que vous pouvez stocker pour très longtemps et pour très peu cher. Donc quand vous avez des obligations de stocker des facturations, enfin des factures pour des clients ou d'autres choses de ce type-là, vous allez pouvoir les garder à moindre coût. Qui fait du serverless? Ok, donc c'est bien, il y a du monde dans la salle. Je suis pas le seul. Le serverless, c'était un petit peu omniprésent l'année dernière, et ben Amazon veut en rajouter une couche, et donc rajoute des nouveautés au fur et à mesure. Donc ça fait partie des écosystèmes qui sont renforcés suite aux annonces du re:Invent. Donc sur Step Function, on va s'apercevoir qu'il supporte beaucoup plus d'étapes dans vos machines à état de Step Function. Et donc, typiquement, on va avoir de nouveaux services qui sont gérés, typiquement AWS Batch, AWS Glue, AWS SageMaker. Ça tombe bien, ce sont des services qui sont nouveaux, mais qui sont, pour certains, adoptés très rapidement comme SageMaker. Sur les lambda, il va y avoir ce qu'on appelle les layers. Donc les layers, c'est quelque chose qui était vraiment manquant. Dans chaque lambda, il fallait repackager finalement des librairies à gogo, systématiquement. Et donc, c'est quelque chose qui peut être très fastidieux et complexe à gérer. Et donc là, en fait, ce qu'Amazon propose, ce qu'AWS propose, c'est de pouvoir gérer des layers de librairies qu'on peut partager entre toutes nos lambdas. Et donc, ça peut être des layers qu'on fournit nous, pour nous faciliter la gestion du code, le code qu'on développe et maintient, et ça peut être des layers qui sont fournis par des providers tiers. Et donc, typiquement, vous allez pouvoir retrouver des layers éventuellement Datadog ou autres. Ensuite, si vous voulez vraiment déployer des applications entières, vous allez avoir les Serverless Application Repository, qui est finalement une marketplace de produits serverless qui va vous permettre de déployer des produits entiers en mode serverless. Chose qui n'était pas possible avant. Avant, on pouvait prendre une VM de la marketplace, la déployer, ça nous coûtait tant de dollars par mois. Et fallait s'en contenter. Et donc là, typiquement, on peut déployer des services qui vont juste avoir potentiellement des coûts associés aux revendeurs, mais qui n'auront pas forcément de coût de run s'ils ne sont pas utilisés. Ensuite, le dernier point, sur la partie serverless, il y a toute une partie amélioration, optimisation qui est liée à Firecracker. Je vais essayer d'y revenir très vite, mais on va devoir accélérer un petit peu parce que sinon je vais dépasser. Il y aura une slide dédiée. Alors, il y a des améliorations au niveau logiciel, mais pas que. Il y a des améliorations extrêmement importantes qui sont arrivées sur les data centers d'Amazon. Et typiquement, la technologie Nitro, c'est quelque chose qu'ils ont développé pendant longtemps. C'est du matériel et ça permet de sortir toute la gestion au niveau de l'hyperviseur dans du matériel à l'extérieur finalement des machines, enfin à l'extérieur des systèmes hôtes. Donc c'est plus le système hôte qui va gérer toute la partie hyperviseur, c'est quelque chose qui est extrait. Et typiquement, pour souvenir, les anciennes générations de VM avaient 500 mégas par exemple sur 8 gigas qui étaient réservés à la gestion à l'hyperviseur. Et donc typiquement cette partie mémoire réservée, elle ne l'est plus parce que tout ça c'est géré de l'extérieur des VM. Ça a un énorme avantage, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de mettre au point des VM ou des familles de VM à chaque fois qu'on veut mettre en place une nouvelle famille de VM, il n'y a plus besoin de faire une mise au point systématique. On peut prendre des machines, Amazon peut prendre des machines standards et les mettre à disposition plus rapidement. C'est comme ça qu'ils ont mis à disposition la nouvelle famille de processeurs ARM qui s'appelle Graviton. On va y revenir. Graviton, en fait, ça émane du rachat d'une société qui s'appelle Annapurna et qui est une société finalement qui construit du processeur et qu'ils ont racheté, qu'ils ont intégré et qui leur fournit finalement la capacité de produire des puces spécialisées pour leur cloud, mais également des systèmes comme Nitro.
Ensuite, il y a une puce dédiée à l'inférence qui va permettre non pas d'utiliser des machines avec des gros GPU qui coûtent très cher, mais des machines avec des chipsets qui coûtent moins cher et qui sont dédiés à un usage. Dans la data science, on parle toujours de coût du training, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois qu'on a entraîné un modèle, et qu'on veut le déployer, quand on déploie le modèle et qu'on sert ce modèle, qu'on sert des prédictions avec ce modèle, en fait, ce qui va coûter cher, c'est d'avoir un GPU qui tourne en permanence de façon à accélérer l'inférence. Et donc, pour réduire ces coûts, ils se sont dit qu'une puce spécialisée qui ne sait faire que de l'inférence et pas de l'entraînement, parce que l'entraînement, finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, et ça vaut le coup de dédier une puce à ça. Et si ça peut vous rappeler quelque chose, c'est l'équivalent de ce qu'ils font dans les téléphones comme Huawei et comme les téléphones Apple. Ce sont des parties, qui pourraient être faites sous forme de logiciel, mais qui sont accélérées avec du matériel, comme dans les CPU mobiles. C'est un petit peu la même chose. Ensuite, il y a du matériel d'accélération qui n'est pas également des GPU, ou plutôt qui sont des GPU, mais qui sont slicés avec des quotas, et qui vous permettent de ne pas réserver des machines entières avec des GPU entiers. Vous prenez n'importe quelle machine et vous pouvez lui rajouter un quota GPU et utiliser ce quota GPU. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre les machines spécialisées, les P3 et compagnie. Vous pouvez prendre n'importe quelle instance et y greffer des capacités GPU. Et ça, c'est spécialement visible dans SageMaker. Vous pouvez prendre des familles de T2 ou des T3, et sur les T2 ou les T3, rajouter un petit peu de GPU. Donc ça coûte moins cher. Alors aussi, quand vous avez besoin de machines de guerre, quand vous avez besoin de tanks, Amazon, ils essayent toujours de faire plus. Alors je dis Amazon AWS, ils essayent toujours de faire plus. Et en l'occurrence, les familles P3, ils ont continué à les étendre et ils ont sorti une instance P3DN, 24x large. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu les dénominations, quand on entend 24, on se dit que ça va être un truc assez sévère. Et donc, les Tesla V100, qui sont déjà des GPU faits pour les data centers, quand il y a 8 Tesla V100, en fait, c'est 8 GPU qui ont chacun, je crois, 32 Go de RAM. Donc ça fait des machines avec 256 Go de RAM GPU. Donc on peut faire des choses assez sévères dessus, quoi. Il y a 256 Go de GPU, il y a 100 VPU quasiment. Donc là aussi, c'est assez énorme. Il y a 768 Go de mémoire. Je ne sais pas si... Voilà, nos portables, ils en ont 16 ou 32. Et il y a une bande passante surtout de 100 gigabits. 100 gigabits, c'est quelque chose qu'ils ont annoncé cette année sur certains types d'instances. Et c'est quelque chose d'énorme. Je crois que c'était l'année dernière, ils avaient annoncé 25 gigabits. Et là, il y a 100 gigabits. Donc pour tout ce qui est justement entraînement multi-machine, entraînement de modèles, etc., ou pour tout ce qui est extrêmement exigeant, ces machines, elles sont parfaites parce qu'elles vont permettre d'avoir des débits et des capacités monstrueuses. Il y a de nouveaux services et on peut imaginer plein de nouveaux usages. Et donc, cette image de Terminator, elle n'est pas faite pour rien. Quand on pense à RoboMaker, quand on pense à SageMaker, on peut se dire, tiens, l'intelligence artificielle, la robotique, ça donne des idées. Voilà. Donc j'espère qu'on ne va pas inventer des choses comme ça. Néanmoins, ces nouveaux périmètres ces nouveaux marchés sur lesquels vient Amazon, c'est pas pour rien, je pense. Non seulement il y a beaucoup d'entreprises qui ont des besoins par rapport à ça, mais également ça leur permet de toucher des marchés jusqu'à présent qui ne touchaient pas forcément. Donc tout le domaine de la robotique va permettre de toucher beaucoup de choses, entre autres les métiers de la logistique, qui se robotisent de plus en plus, les marchés de la production de matériel qui sont de plus en plus robotisés dans tout ce qui est usine, mais également sur tout ce qui est finalement satellite. S'ils ont fait ça, je pense que c'est également pour atteindre toutes les entreprises qui sont dans les métiers des satellites et microsatellites qui ont tendance à se développer de plus en plus. Et forcément, s'ils n'avaient pas d'outils spécialisés ou dédiés à leur offrir, ça empêcherait Amazon d'arriver sur ces marchés. Donc pour moi, je pense que c'est stratégique. Alors ça ouvre de nouvelles capacités, ça permet à ces sociétés de tirer parti complètement du cloud, et c'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. RoboMaker, c'est utilisé dans un autre service dont je parlerai après, qui est Depressor, et on va y revenir. Voilà, donc Depressor, c'est quelque chose qui a été annoncé en grande pompe, plus pour le fun au départ, mais il y a quand même des objectifs derrière. Alors, ça a commencé comment? C'était, je crois, il y a 2 ans, ils ont annoncé DeepLens. DeepLens, ça avait comme objectif de donner des outils pour expérimenter, mais surtout pour apprendre à faire faire découvrir aux personnes qui ne viennent pas du
de la data science ou du machine learning à découvrir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est des réseaux convolutionnels, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment ça se programme, comment ça s'entraîne. Depressor, c'est un petit peu la même chose, mais c'est plus pour le reinforcement learning, et donc ça permet d'avoir un petit côté fun, mais également de découvrir tout ce qui est mise au point de modèles basé sur le reinforcement learning. Et donc là, ce qu'il propose, c'est d'avoir une petite voiture qui n'est pas télécommandée du coup, mais qui est autonome, et sur un circuit qui va permettre de se guider toute seule grâce au modèle entraîné. Donc ça, c'est vraiment pour permettre au public des développeurs d'apprendre ce que c'est, comment ça marche, et d'en tirer parti finalement dans des usages qui ne sont pas encore présents dans les entreprises, mais qui sont destinés à se développer. En France, on a des contraintes, comme dans tous les pays plus ou moins autour de la santé. Et une nouveauté qui n'était pas annoncée en re:Invent, mais juste avant, c'est que Amazon a été certifié hébergeur de santé. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui, d'un point de vue obligation légale, faire des choses par rapport justement à l'hébergement des données de santé, chose qui n'était pas possible avant, et on n'avait pas la possibilité de tirer parti du cloud. Donc ça, clairement, c'est tout un métier qui a impacté, et ça donne des possibilités aux personnes qui travaillent dans ce domaine. Monétiser ses produits sur AWS. Il y a de plus en plus de possibilités sur AWS de monétiser des produits. Donc pas juste les utiliser, pas juste utiliser le cloud pour construire des produits et les mettre à disposition de clients, mais également de revendre des produits sur le cloud. Donc ça, c'est un moyen de se positionner de l'autre côté de la barrière en proposant des solutions. Donc il y a la marketplace EC2 qui existe depuis longtemps. Il y a une marketplace autour de l'intelligence artificielle qui a été annoncée qui permet de vendre des modèles dans SageMaker. Il y a le serverless application repository qui permet de vendre des applications serverless. Et enfin, il y a SageMaker Ventros qui permet de vendre de la capacité de force de travail autour de la labellisation de datasets. J'accélère un petit peu. L'infra as code, il y a une nouveauté très importante, je pense. On ne le voit pas encore aujourd'hui, mais pour moi, c'est destiné à se développer à fond. C'est tout ce qui est l'usage du code pour faire l'infra as code. C'est bien, ça s'appelle l'infra as code, mais jusqu'avant, c'était plus déclaratif qu'autre chose. Et donc là, en fait, on va vraiment pouvoir programmer, et ça va changer la façon dont on appréhende la construction de nos déploiements. Et donc, en l'occurrence, là, faire des choses compliquées, ça peut tenir en quelques lignes de code, là où il fallait des plâtrés de CloudFormation à l'époque. Donc là, on va créer un VPC en une ligne de code, un cluster ECS en une ligne de code, déployer un service Fargate en 3 lignes de code. Pour moi, ça change juste la donne, ça facilite énormément les choses, et aux personnes qui sont vraiment plus orientées code, en particulier la JavaScript, mais c'est pas réservé qu'au JavaScript, ça permet vraiment de rendre cette approche infra as code très, très simple et très facile d'accès. La security by design, il y a une chose à retenir, c'est que la sécurité, vous êtes peut-être déjà posé la question comment est-ce qu'ils font du multi-tenant au niveau des lambda, etc., de tous les services managés et partagés. En fait, il y a une phrase qu'il faut retenir, c'est que le niveau minimum d'isolation acceptable, c'est la couche matérielle de virtualisation. Alors, comment est-ce qu'ils y arrivent? Justement avec du matériel de type Nitro, on en a parlé avant, et également avec les micro-VM, donc, qui correspondent à ce qu'ils ont mis en place au niveau de Firecracker, et on y reviendra sur la slide dédiée. Alors sur l'intelligence artificielle, il y a 3 niveaux de services qu'il faut retenir. Il y a toute la famille des services managés qui vous apportent un service pour un besoin. Donc la vision, l'OCR, les chatbots, tout ce qui est langage. La prévision et tout ce qui est recommandation. Ensuite, si vous voulez entraîner des modèles, vous avez bien sûr l'opportunité de le faire vous-même avec les frameworks et les infrastructures d'Amazon, avec des instances dédiées, avec finalement vos frameworks du quotidien, mais tout ça, vous allez le faire avec des AMI qui sont préconfigurés pour vous faciliter le travail. Ensuite, le point réellement important, c'est SageMaker qui vous apporte toute cette gestion managée autour des entraînements et du serving de prédiction des modèles que vous avez entraînés. Pour parler un mot de compliance et compléter tout ce que disait Jérémy, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle S3Lock et qui permet de faire de la compliance, c'est-à-dire là où on doit garder de la donnée plusieurs années, il ne faut surtout pas qu'elle s'efface et qu'il n'y ait pas d'erreur. En fait, il y a une fonctionnalité qui s'appelle S3Lock et qui va permettre de locker vos données dans S3 sans pouvoir les effacer. Personne ne peut les effacer, même pas le compte route
Donc, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la facturation quand on veut fermer le compte, quand la boîte a fait faillite, mais en tout cas, même le compte-route, il ne peut pas effacer les données que vous avez stockées dessus. Donc quand vous avez une obligation légale de stocker des factures pendant X années, vous n'avez plus besoin de passer par un tiers qui sait faire ça, entre guillemets labellisé pour. Aujourd'hui, S3 sait le faire. Personne ne pourra l'effacer. Il y a deux niveaux en fait, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a le Security Hub qui permet de regrouper un ensemble de fonctionnalités autour de justement la compliance et de la sécurité. On n'en a pas parlé parce que le service, voilà, la peinture elle n'est pas sèche, on va dire, et donc du coup, c'était pas l'objectif du talk précédent. Firecracker, pour revenir un instant dessus, en fait, c'est dans l'idée de pouvoir faire des VM les plus légères possibles, qui vont finalement permettre d'avoir une densité de déploiement extrêmement importante, justement de VM qui sont déployés. Et donc c'est grâce à ces micro-VM, à Firecracker, qu'il est possible de déployer des lambda aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils procèdent aujourd'hui, en utilisant des micro-VM et Firecracker pour déployer des lambda. Tout le détail de ce projet-là, la façon dont ça fonctionne est expliquée sur un site open source qui s'appelle firecracker-microvm.github.io et qui vous permettra d'avoir beaucoup de détails dessus. Il y a un talk extrêmement intéressant qui rentre en détail, qui s'appelle, je crois, Lambda Behind the Scene, qui a été publié à l'issue du reInvent. Alors là, on va parler, il reste, je crois, 2 slides, de 2 aspects pour moi qui sont extrêmement importants. C'est que Amazon, cette année au reInvent, a mis l'accent très fort sur tout ce qui est optimisation. Et là, on voit tous les axes sur lesquels ils ont fait de l'optimisation, donc sur le matériel avec Nitro, avec les capacités grâce à Nitro d'avoir des instances bare metal, des instances de type d'ailleurs ARM, etc., grâce au système Nitro, qui ne nécessite plus la mise au point de nouvelles familles de VM. Il y a le compilateur SageMaker Neo qui permet d'optimiser les modèles. Il y a une nouvelle famille de CPU et d'ailleurs ils élargissent les capacités avec de nouveaux types de CPU supportés. La capacité d'avoir différents modes optimisés dans les entraînements de machine learning, le pipe mode qui permet de streamer tous les fichiers venant d'S3 plutôt que d'avoir à tout charger sur la machine avant de commencer les entraînements. Il y a le dynamic training, donc plutôt que de provisionner un nombre statique de hosts, on va pouvoir provisionner à la volée des hosts et ça va permettre de scaler au fur et à mesure de l'entraînement. Il y a la puce Inferentia qui, en termes de coût, va vous permettre d'optimiser vos coûts par rapport au serving de prédiction. Il y a également la capacité de provisionner des quotas de GPU qui vous permettent de payer moins cher. Au niveau réseau, il y a le Global Accelerator, c'est un service qui permet de tirer parti du réseau d'Amazon au niveau mondial et donc de passer par des chemins optimisés, avoir des latences plus faibles. Il y a le AWS Transit Gateway qui permet de connecter tous vos VPC ensemble. Avant, le peering, c'était quelque chose de très compliqué. Et aujourd'hui, ce service il vient vous faciliter la donne et vous permettre d'interconnecter les réseaux facilement. Il y a les instances à 100 gigabits pour tout ce qui est extrêmement exigeant, tout ce qui est HPC, c'est très utile d'avoir ça. Il y a également associé à ça et au HPC plus particulièrement le support d'un nouveau protocole qui n'est pas TCP ni UDP mais qui s'appelle Scalable Reliable Datagram, donc SRD, qui permet de bénéficier du réseau au travers du réseau d'Amazon, justement d'optimisation en réseau qui permettent de transférer les paquets plus rapidement, plus efficacement que TCP et UDP. Et donc ça, c'est lorsque vous avez besoin de type HPC, c'est particulièrement utile. Vous allez avoir des instances de 12 Tera ou 24 Tera de mémoire. Alors dès que vous avez du Sapana ou des choses comme ça, ça va répondre à ce genre de besoin. Donc aujourd'hui, sur tous les axes, que ce soit stockage, réseau, matériel, compilateur, coût, en fait, Amazon essaie d'apporter des réponses en termes d'optimisation. Enfin, pour finir, sur la partie virtualisation, il y a l'optimisation grâce à Firecracker, mais ça c'est transparent pour vous. Il y a également la capacité d'utiliser vos outils VMware pour déployer finalement des capacités de calcul sur le cloud, mais avec votre control plane VMware. Et vous avez des systèmes de fichiers optimisés. Et il y a un système moi, que j'ai trouvé extrêmement intéressant qui s'appelle Lustre, qui est un système de fichiers finalement pour le HPC et qui permet finalement d'échanger de façon extrêmement efficace et optimisée les données avec S3 en particulier pour les charger en masse et pour pouvoir travailler avec. Alors, le cloud hybride, d'où la petite référence à Frankenstein.
Le cloud hybride, on ne peut pas s'en passer dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a un existant qui est sur les data centers, on a envie d'aller sur le cloud ne peut pas servir qu'à des sujets, on va dire, d'expérimentation et d'innovation. Il y a un moment donné, on va faire du gros lift and shift et passer peut-être beaucoup de workload sur le cloud pour en tirer parti. Et donc, de ce point de vue-là, Amazon a annoncé beaucoup de nouveautés dernièrement pour venir compléter le tableau sur toute l'hybridation de votre SI. Et en particulier, il y a un service qui s'appelle AWS Outpost qui va vous permettre de déployer exactement les mêmes services que vous trouvez sur Amazon, enfin sur AWS, mais dans votre data center. Et c'est du matériel qui vont vous apporter et qui fonctionne avec les mêmes API et qui permettent d'unifier les approches entre ce que vous avez sur votre data center et sur AWS. A l'inverse, ils ont un partenariat avec VMware qui permet justement d'unifier les approches en termes de gestion de votre data center versus le cloud de VMware et la virtualisation de VMware qui peut remplacer celle d'AWS sur EC2. Sur la partie réseau, vous avez ce qu'on appelle les Route 53 Resolver qui permettent des interrogations bidirectionnelles au niveau DNS et d'avoir finalement une sorte de réseau unifié au niveau interrogation de nom. Vous avez également des capacités de déployer du traitement avec du Computed Edge au-delà même de vos capacités de serveur de traitement standard, donc avec Greengrass, Snowball, Edge Optimized, qui permettent de déployer des lambda directement sur du matériel chez vous, dans les usines par exemple. Et dernier point, vous avez tout un tas d'intégrations qui viennent vous faciliter la vie. Donc du Storage Gateway qui permet de synchroniser de la donnée entre votre SI, enfin vos data centers et finalement le cloud. Les VPC, les connexions de type Direct Connect ou VPN qui viennent faciliter l'interconnexion entre les réseaux. System Manager qui permet de patcher de gérer non seulement les machines sur AWS mais également on-prem. Ça c'est une nouveauté. Avant c'était fait pour les machines AWS, mais ça permet maintenant de gérer on-prem des machines. La fédération d'identité à travers IAM qui permet de gérer finalement vos utilisateurs qui sont déclarés dans votre Active Directory. Et des outils comme Opsworks ou Code Deploy qui sont capables finalement de travailler avec vos machines on-prem. Voilà, donc tout ça ce sont des changements qui viennent impacter la façon dont vous pensez au quotidien, la conception de vos réseaux, de votre intégration avec le cloud, de vos développements, et qui vous apportent de nouvelles capacités pour penser autrement ce que vous faisiez hier d'une certaine façon. Donc j'espère que la session vous a apporté non pas forcément des solutions, mais des idées pour penser vos problèmes, votre quotidien autrement avec l'usage du cloud d'AWS. Et je ne sais pas si on a 1 minute ou 2 pour les questions. Non, il n'y a pas de temps, on me dit qu'il n'y en a pas. Donc là, ça va être la pause. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à la pause. Merci.